une saison satisfaisante en CFA et qui a permis aussi, Jean-Luc l'expliquait dans la partie précédente, qui a permis ce parcours en Gambardella puisque de nombreux éléments ont joué et ont été un peu les cadres de cette équipe CFA. Ça n'a pas toujours été le cas à l'Olympique de Marseille, on l'a rappelé. Donc c'était une équipe jeune, une des plus jeunes de la division et qui a proposé du jeu, notamment en première partie de saison. En deuxième partie de saison, on va dire, ça a assuré un maintien tranquillement. On va voir l'évolution parce que pour voir aussi d'où vient l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, c'est important sur les dernières années. Vous voyez qu'on était quand même descendu l'année du titre en Ligue 1, mais on était descendu quand même en DH. Et puis voilà, peut progressivement remonter. Il y a cette deuxième place au coude à coude avec l'OGC 10 en 2012-2013 qui ne permet pas à la dernière journée à l'Olympique de Marseille de remonter. Et puis première place avec sous la fameuse saison Marcelo Bielsa. Et puis CFA, 9e, 10e sur les 2 dernières années. Un maintien, peut-être voilà, donc là on voit le classement en termes de points, c'était quand même plus tranquille cette année que la saison dernière, même si la saison dernière, c'était pas non plus une OM qui a flirté avec la zone de relégation. Mais là, on a une équipe qui était au pied du podium jusqu'au mois de janvier. Donc, c'était plus simple, j'imagine, pour intégrer des jeunes. Bah, ça a toujours été compliqué, hein, de la première journée à la dernière journée, puisque dès le début, je n'ai jamais parlé de podium ou de quoi que ce soit, puisque l'objectif c'était... De toute façon, on ne monte pas. Hein. Voilà, donc après c'est vrai, c'est bien d'être toujours dans le haut du tableau, parce que ça met en valeur aussi la qualité des joueurs, mais même si pour moi j'en tiens pas compte, puisque chaque week-end est composé d'équipes, c'est une équipe différente. Moi, j'aligne jamais les mêmes joueurs tous les week-ends, très rarement en tout cas. Voilà, après c'était une saison compliquée parce que puisqu'on est jeune, aujourd'hui l'irrégularité a été la spécialité de la saison. On n'a jamais pu aligner, à part en début de saison où on était, je crois que les 5 ou 6 premiers matchs, on avait plutôt été cohérents. Mais par la suite, il y a des joueurs qui ont disparu. Il y a un mercato terrible, j'ai envie de dire, puisque dans le sens des départs, ça n'a pas forcément aidé l'équipe. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y a régularité aussi au niveau des matchs, non, David? Oui, au niveau des matchs. On faisait une mi-temps bonne, une voilà, mi-temps... on faisait comme je dis, on faisait que des matchs gruyères. Il y avait plein de trous dans notre jeu. On était incapable d'aligner 90 minutes correctement. Voilà, alors c'est du fait que certains ont découvert la CFA, pardon. C'est très bien d'ailleurs. C'est très bien comme ça. Oui, c'est très bien. C'était la politique. C'est la question que je voulais vous poser. Moi, qui a décidé de ce virage? Est-ce que toi, quand tu arrives en début de saison, parce qu'il faut rappeler que c'est ta première saison au club, c'est toi qui as dit moi, je prends en charge un groupe où on va incorporer beaucoup de jeunes. Je t'écoute souvent sur les interviews, notamment sur le site officiel du club, où tu dis moi, je veux les préparer au monde professionnel. Je suis pas là pour voir si on va terminer premier. Donc, tu l'as rappelé tout à l'heure. Mais qui a décidé vraiment dans le club de ce virage? C'est une entente commune? C'est Jean-Luc? C'est toi? Au départ, c'est Jean-Luc, hein, forcément. Après, ça collait tout à fait à la politique que moi j'ai toujours menée quand j'ai eu des réserves. Ok. Voilà, il était important. Aujourd'hui, si on veut jouer avec des mecs de 30 ans, faut aller à Martigues ou à Marignane, et on joue. Ouais, mais ça a été le cas à l'OM, Romain, tu peux le dire. Oui, il y a des saisons où c'était ça. Après, c'est le passé. Moi, je discute pas ce qui s'est fait dans le passé. Ce qui est sûr, si aujourd'hui on veut s'occuper d'une réserve, on est sur un projet individuel déjà, donc on est sur le projet des joueurs. Et c'est ça qui est important, c'est pas de se dire aujourd'hui je suis le meilleur entraîneur parce qu'on est premier, voilà, c'est pas le but. Alors tant mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour les gamins, pour le club, pour le visu, mais c'est avant tout la progression du joueur. Mais pour ça, il faut accepter de temps en temps de perdre les matchs, il faut accepter de temps en temps de faire des nuits blanches parce qu'on est à la fois aussi compétiteur, hein, même si on est formateur, on est compétiteur, on aime gagner les matchs. Mais ce qui est pour moi la priorité, ça reste toujours la formation du joueur, à l'image, comme on parlait tout à l'heure de la Gambarde, on parlait de Lucas. Moi, ce que je retiens dans son match, hein, la petite parenthèse, c'est que il se déchire d'entrée, qui nous coûte très cher. Mais c'est surtout de voir derrière la capacité qu'il a à réagir. La capacité mentale et à rehausser de nouveau son niveau. Peut-être qu'il y a quelques mois, il aurait sombré totalement. Il a gagné énormément de duels cette finale. Voilà, donc ça veut dire que les gamins ils avancent, que lui il avance et d'autres aussi avancent. Voilà, maintenant c'est
c'est confirmer, c'est de nouveau prendre du temps de jeu l'année prochaine, accepter encore de nouveau d'avoir des échecs, mais c'est un laboratoire, un vrai laboratoire. Tout à fait. La formation, c'est un labo. Hein, on n'est pas là pour avoir des systèmes bien précis, on est là pour modifier, leur donner des références de jeu, des références de système, accepter des fois, c'est pas beau à voir, mais bon, quand on en sort, quand nos profils plus sont devant et avancent, voilà, c'est sur ça qu'il faut s'attarder, quoi. Pour être complet sur ce championnat, CFA, c'est quand même pas une poule facile. Il y a des équipes d'un très bon niveau. Il y avait Fréjus, Saint-Raphaël notamment, et ce ne sont pas eux qui montent, c'est Rodez. Mais Fréjus qui avait même une sacrée équipe, quart de finaliste de la Coupe de France. On le rappelle, il y a la réserve de Monaco. Voilà, quand on voit un peu ce qu'est capable de produire un jeune Monaco, c'est pas mal. Ce que tu dis qui est intéressant, c'est que c'est des équipes qui sont programmées pour monter et pour pouvoir aller après en National, Ligue 2, qu'ils ont vraiment un objectif. Là, nous sommes formés des jeunes. À l'OM, c'est former des jeunes, les amener à un style de jeu pour pouvoir après intégrer aussi l'équipe 1 par la suite, si c'est possible. Là, comme tu dis, quand tu prends une équipe comme Toulon ou autre, il y a des beaux bébés aussi le week-end en face, et ça ne fait pas tout, mais il y a un déficit athlétique quand même qu'on ne peut pas négliger par rapport à des fois à certaines équipes. Et ce qui s'est vu cette saison, un homme de 30 ans n'a pas la mentalité non plus d'un gamin de 17 ou 18 ans, on peut pas demander la même chose des fois sur certains sujets, et c'est ça que c'est intéressant en termes de mais quand tu regardes la référence, c'est le match de Toulon. Ouais. C'est ça que où là il y a un petit surplus émotionnel. On va à Toulon avec tout ce que ça comporte, et bon, là-bas on s'est fait secouer dans tous les sens du terme. Ah ben eux ils attendaient ça depuis 6 mois. Voilà, donc et le match retour dans un contexte différent où on est à la maison, même si ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on malheureusement on fait pas beaucoup de monde du fait qu'on soit éloigné déjà. Mais les matchs sont à Carnoux, je précise. C'est d'aligner 11 gamins qui ont entre 17 et 19 ans. Et puis, quand on voit le niveau qu'ils sont su y mettre, que ce soit dans le jeu, dans le domaine athlétique, dans l'engagement mental, on s'est dit, il s'est passé quelque chose pendant ce temps de travail. Et ça, c'est important, quoi. Ça, c'est très important. Je trouve que c'est super parce que tu disais, moi, je vois par exemple l'attaquant de Fréjus que je suis depuis des années, Mohamed Soli. On dirait qu'il a avalé un meuble, quoi. Il est comme ça, et quand il se frotte à des mecs comme Lucas Perrin, même Bouba Camara, il faut rappeler qu'il a quand même 18 ans, Bouba Camara. C'est formateur pour eux. Il a subi quand on est proche du terrain, on entend un peu les chambrages qu'il se prend. Avec notamment son histoire de contrat pro, il a quand même montré qu'il avait de sacrés nerfs parce que ça n'hésitait pas dans les camps d'en face à le chambrer. Et puis alors, tu parlais de ce match de Toulon, David, c'était de voir aussi la surprise, puisque pour ce match, les supporters notamment des MTP, il y avait toute une section de Virage Nord, étaient venus pour encourager l'OM, fumier à l'appui contre Toulon, qui est un des ennemis historiques de l'OM. Et donc là, de voir 100 supporters chanter, ça a un peu déstabilisé en première période les jeunes Marseillais qui tournaient la tête vers une tribune qui est d'habitude totalement vide, en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu cette petite pression, c'est des moments sympas à gérer aussi pour eux, ça les fait grandir. Ouais, c'est exceptionnel parce que bon, il faut les habituer à avoir ce contexte-là. Hein, et c'est pour ça, dans le parcours de Gambardella, moi c'est un de mes regrets, c'est que contre Nantes, c'est certainement notre meilleur match, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans la gestion de l'émotion, l'approche de l'événement avec un public qui était 10 fois plus nombreux qu'au Stade de France. Je crois qu'il y avait 13 ou 14 000 personnes. Voilà. Donc on a été, on avait l'impression qu'on gérait des adultes, qu'on avait affaire à des adultes sur le terrain, alors que c'était pratiquement tous des mineurs. Et puis le match du Stade de France où il s'est pas passé grand-chose dans les tribunes, mis à part la séance de penalty, et que là j'ai trouvé que l'approche de l'événement était un peu plus longue. Voilà, donc, mais c'est à ce genre de match qu'on doit les confronter. C'est assez, il faut qu'ils s'habituent aux joutes d'un certain public, mais ça réclame un peu de temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de Monaco ou de Nice, on fait avec nos moyens pour le moment. C'est vrai qu'en termes notamment d'infrastructure, Monaco est capable d'accueillir des matchs dans un truc totalement différent, alors que vous devez vous déplacer à Carnoux, stade Marcel Cerdan. C'est très accueillant, mais c'est vrai quand même pas facile d'accès pour... Non, il y a un autre truc, moi, quand je vais voir les matchs à Carnoux, ce que je regarde sur le site du club, c'est la pelouse aussi. À un moment donné, tu veux former tes joueurs à un jeu technique, et c'est dur d'évoluer sur une pelouse comme Carnoux en plein hiver. En plus j'ai fait des tournois, donc je peux en témoigner. Est-ce que c'est pas mieux finalement le synthétique de Lebert des fois que cette... Non, en termes non, il faut s'habituer sur la pelouse, parce que demain s'ils sont au Vélodrome, ils joueront sur la pelouse. Non, il faut qu'ils s'habituent à jouer sur l'herbe. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en CFA, on sait tous que quand les équipes elles viennent à la maison, à l'image de Mont-de-Marsan ou Poland, ils se mettent derrière. Il faut trouver
faut trouver les solutions pour pouvoir déplacer l'adversaire. C'est compliqué quand le terrain s'y prête pas, quoi. Mais ces phases-là, c'est intéressant parce que ce qu'on a retrouvé en finale, en deuxième mi-temps, du côté de l'OM contre Montpellier, en finale Gambardella, où vraiment l'OM a essayé à construire, a essayé à faire décaler le bloc de Montpellier, a essayé à rentrer dans les espaces. C'était intéressant, je pense, de faire des matchs comme ça et toute la saison de les amener à ce niveau-là. De toute manière, tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, entre les 10 dernières minutes de ta première mi-temps et tes 30 de ta deuxième. T'as culé t'étais dans un temps fort très fort. Dommage qu'on n'ait pas marqué. Qu'on n'ait pas marqué dans ce temps fort. Le but vient sur une action quand même assez collective, même si Roca fait un effort. Ça implique 3 joueurs ensuite avec un Messieurs, on va revenir, on va parler de finale Gambardella. Déjà, on va revenir cette saison de CFA. On va faire une petite revue d'effectifs par secteur de jeu. On va commencer par les gardiens. Alors, on les a classés. On part du principe, ça a été notre maxime tout au long de la saison, on part du principe que l'important à ce niveau-là, c'est le temps de jeu. Donc, on les a classés par temps de jeu. Et on vous a glissé aussi leur année de naissance parce que ça sera l'occasion de faire une vanne quand le nom d'Ibrahim Rachidi sera affiché. Mais ça sera surtout l'occasion de voir un peu ceux qui peuvent encore postuler, ceux qui, en termes d'âge, ceux qui seront plutôt amenés à voir ailleurs. Donc on voit que cette saison, en termes de gardien, ça a été quasiment tout pour Florian Escalès, qui peut encore rester une année avec l'équipe CFA, puisque là, c'est la vraie interrogation au niveau de l'Olympique de Marseille aussi. Pour un jeune, est-ce qu'il vaut mieux être prêté ? Est-ce qu'il vaut mieux être troisième gardien ? Est-ce que c'est difficile ? Là, il y a une vraie question aussi qui se pose. David, on rappelle, tu as été l'entraîneur de Valenciennes. Tu t'es retrouvé de l'autre côté de la barrière, celle où on accueille un joueur de l'Olympique de Marseille en prêt. C'était le cas notamment de Baptiste Aloé. Un joueur comme Escalès qui a quelques bancs en pro, mais aucune minute. Quand on est un entraîneur de Ligue 2 nationale, est-ce que c'est difficile d'accueillir comme ça un joueur sans référence? C'est là aussi la difficulté, non ? C'est compliqué, certes, mais concernant Flo, moi je me fais pas de soucis le concernant, quoi. Après, c'est un problème qui sera géré par les professionnels, mais Flo, c'est un très bon gardien, c'est un bosseur. Donc, après, oui, c'est toujours difficile, mais bon, par le passé, on peut se rendre compte que les joueurs de gardiens qui ont été prêtés dans les clubs de Ligue 2 de l'OM, ça s'est toujours bien passé. Donc, Sur ce plateau, il y a quelques mois, Jean-Luc Mingalon, le président de Consola, regrettait de ne pas avoir pu se faire prêter Florian Escalès au mois de janvier. Est-ce que c'est coup de bluff d'un président, effet d'annonce ? Est-ce que ça aurait pu être une bonne chose pour lui d'aller tâter quelques mois du national ? Ça peut être que bien, de toute manière, ça lui aurait permis d'élever son niveau encore une fois et se frotter au jeu du national. Maintenant, ça c'est un autre problème qui le concerne lui et surtout le staff pro. Donc après moi... Jean-Luc, tu as eu vent toi de cette proposition de prêt Non, sur Flo, non, j'ai eu vent sur Bituloma qui à un moment donné peut-être devait peut-être aller à la Consola, mais sinon sur Florian, non. Après Florian, c'est quand même un international, hein, il a été encore sélectionné avec les espoirs, donc c'est vrai que ça aurait peut-être fait du bien de jouer à Consola, de jouer en national. Bon, moi ce que je souhaite pour lui, c'est que l'année prochaine il soit prêté et qu'il fasse un petit peu à l'instar de Julien Fabry, là, qui montre ses capacités en Ligue 2, parce que Julien il avait connu des moments difficiles avec la CFA, même avec les 19. Et puis on voit que les gamins avaient du temps, du travail. Alors ce qui me fait rire en formation, c'est que d'une année sur l'autre, ou même sur quelques mois, on est capable de les dénigrer, de dire mais qu'est-ce qu'il fait là, et puis après de dire putain mais on va le proposer pro lui, parce que lui voilà, donc c'est toujours compliqué, la formation est toujours compliquée, et il faut être patient. On est à Marseille, on est dans un endroit où c'est qu'on est beaucoup exposé, beaucoup de supporters. Moi je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience, que les gens prennent conscience que la formation c'est totalement différent des professionnels. Et comme le disait David tout à l'heure, c'est un choix. Moi quand je suis arrivé, que j'ai repris ce centre de formation, j'ai eu une discussion avec le président et je lui ai expliqué que pour nous c'était pas une chose en soi, une fin en soi de descendre en CFA2, mais ce qui était important c'était de faire jouer les jeunes. La saison a débuté, on peut le voir, David il s'est pas posé de questions, il a fait débuter le petit Eddie Sylvestre, il avait 17 ans, il sortait des 17 ans, aucune référence, aucun match, il a joué, comme lui il en a eu pas mal. Un but, une passe décisive pour son premier match, donc c'était contre la réserve de Monaco. C'était intéressant dans le jeu, même, il avait été intéressant. C'était super. Donc moi je pense que la chose, on va dire, qu'on ne voit pas, mais que nous on sait, c'est que il faut prendre des risques dans la formation, il ne faut pas avoir peur.
Moi, je pense que dans le passé, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui, encore une fois, par leur contrat, par certaines ambitions, faisaient qu'il fallait faire briller l'équipe de CFA et mettre un petit peu de côté la formation. Après, ça comportait des risques. On peut descendre en CFA2. Et si je regarde Montpellier, ils descendent bien en CFA2. Tous les autres centres de formation, bien sûr. Mais ils gagnent la Coupe Gambardella. Ils sont là, quoi. C'est le vrai. Voilà, il n'y a pas que. Il y a des clubs comme Toulouse ou comme Lille. Mais si on part avec cet esprit formateur et si les gens qui sont justement dans cette formation développent cet esprit-là, on va monter, on va descendre, mais ça va faire comme les joueurs. On va leur proposer des contrats pro et puis on va dire mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est exactement pareil. Mais ce que tu dis on va passer pendant que tu interviens, Bastien, aux défenseurs. On va voir un peu. Vas-y, Non, juste je rebondis sur ce que dit Jean-Luc. C'est juste, à Marseille, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de patience, mais on est quand même des gens globalement qui connaissons le football. Je vois moi avec Kevin, on a des discussions pendant des heures sur des jeunes de CFA que personne connaît. Et l'émission d'aujourd'hui, je le souhaite profondément. Notamment, Serre, il faut expliquer ça aux gens, ce que tu dis, c'est parfait. C'est qu'on est là c'est des mini-pros en puissance. Il faut les former à ce monde professionnel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan affectif. Donc, il faut être patient, mais surtout, voilà, c'est une autre dimension. C'est pas grave si on est sans CFA2. Moi, je me tue à répéter à des gens lorsqu'ils me disent « Ouais, mais t'as vu, ils sont classés tant, ils sont bidons. » Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mec, il arrive à assimiler un système de jeu. Donc, c'est pour ça qu'il faut le répéter. Et je souhaite que l'émission d'aujourd'hui donne des références aux supporters parce qu'ils sont nombreux sur le Phocéen pour cela. Exactement ça. Ce qui a servi peut-être à Maxime Lopez à faire une si bonne saison en Ligue 1 cette année, c'est peut-être d'être passé une année avec la CFA de l'OM l'an dernier. C'est pour ça que certains s'étonnaient, par exemple, notamment je me souviens du déplacement à Bastia où certains avaient peur pour lui au milieu de terrain. On avait dit, vous inquiétez pas, avec ce qu'il a connu l'an dernier en CFA. Il y a des réserves en Corse. Mais ce qui est important sur les matchs de CFA, c'est par expérience, c'est que souvent on se dit, ouais, il nous faut 5-6 joueurs solides qui connaissent bien les joutes de la CFA. Mais bon, si on n'a pas les bons profils et puis qu'il n'y a rien au bout, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Vaut mieux être dans le profil qui a été qui a été mis en place cette année, c'est-à-dire de jouer d'en avoir très jeune, 8, 9, voire 11. Très jeune dans la catégorie, mais comme à l'image, comme on peut encore aller plus loin, hein, si on descend encore dans les catégories, faut savoir qu'en 17 ans, on a joué pratiquement avec 6-7 premières années. Alors, il faut accepter aussi, comme c'était le cas avec Pancho, de souffrir, de prendre... Elle a été difficile cette année. Voilà, de perdre du temps et des points. Mais à l'arrivée, on a gagné du temps en termes de formation sur les joueurs. Ah oui. Alors, concernant la défense, on voit que c'est Julien Dacosta qui a beaucoup joué au poste de latéral droit et qui va partir à Niort, qui s'est engagé à Niort. On salue. Ouais, on en profite pour dire que félicitations. On en profite pour le féliciter d'abord et pour dire qu'il n'y a pas que des contrats pro à l'Olympique de Marseille. C'est pas une fin en soi de signer pro à l'Olympique de Marseille. Julien Dacosta, bravo à lui. Il va signer pro en Ligue 2. C'est déjà très beau. Alors moi, j'aurais signé pour être à sa place quand j'étais jeune 15 000 fois. Donc, faut pas cracher dans la soupe. C'est très bien pour lui. Bravo. C'est ça l'état d'esprit aussi, même quand on est au club, de se dire. C'est super, il y a une porte de sortie, il va pouvoir jouer en Ligue 2 alors qu'à l'Olympique de Marseille, il vaut mieux quand même jouer en Ligue 2 qu'être numéro 3 à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a cette satisfaction-là ? On sait aussi, Jean-Luc, qu'il y a un effet boomerang, c'est qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui attendent qu'une chose, c'est que Dacosta brille à Niort pour dire « Ah, regardez, l'OM, ils n'ont pas su déceler son talent, ils n'ont pas su le retenir ». Est-ce qu'on fait aussi avec ces critiques permanentes ? Comment on gère ce genre de cas ? Critiquer du matin au soir, quoi. Ça, on a l'habitude, maintenant on le connaît. La principale des choses, c'est que nous, on soit en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit juste avec les gamins et qu'on leur apporte des projets. Et justement, c'est pour ça que je dis encore une fois, Julien Dacosta, c'est un bon joueur, il a fallu être patient avec lui. Julien, ce qu'il fait actuellement, il l'aurait pas fait il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans si on l'aurait quitté. On y a fait un contrat amateur. De ce contrat amateur, il est allé chercher son contrat professionnel. Et là, je parle de Julien, mais je peux parler aussi de Larry Azouni, de Rafidine Abdallah, ces garçons que j'ai eu en U19. Exactement. Moi, au contraire de
des gens dont parlait Romain, pour moi c'est une fierté. Moi je dis voilà, ce gamin-là il était formé au centre de formation de l'OM et c'était un minot de Marseille. Au contraire, je veux le tourner et je veux que les supporters comprennent qu'il faut être fier de ces jeunes-là. C'est intéressant Luc que tu parles de Azouni ou de Abdullah, c'est une question que j'avais préparée pour la fin mais du coup je vais rebondir maintenant vu que tu en parles. J'avais une question, moi c'était la question c'était je trouve qu'on a mal géré quand même cette génération qui soit partie dans des clubs de Ligue 2 parce qu'il y a encore 2-3 ans de ça, je trouve que l'équipe de l'OM n'avait pas le projet qu'a aujourd'hui et je trouve que ces joueurs avaient largement leur place, ils auraient pu quand même être dans les 16, 17, 18, je dis peut-être pas dans le 11 de départ, mais joueurs comme Azouni, comme tu en parles, qui est au tournoi U19 en équipe de France avec Adrien Rabiot, fait partie des 2 meilleurs joueurs sûrement de cette équipe de France au milieu de terrain et qui est international tunisien. Voilà, et lors de la finale, je crois qu'il est même élu meilleur joueur de la finale en U19, de ne pas l'avoir vu. On avait vu 2-3 matchs amicaux où il avait été très intéressant dans ce poste de plaque tournante devant la défense. On le voit toujours dans les matchs amicaux. On l'a jamais vu à l'OM, on n'a pas donné sa chance en équipe. Intersaison. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'un joueur de ce calibre-là puisse jouer à l'OM? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir des... Après, c'est un avis personnel, et ça, j'en ai discuté un peu avec Andoni. C'est le fait aussi, peut-être, de ne pas avoir de réel projet après la formation. Un joueur qui joue en CFA, on va lui demander de jouer au Stade Vélodrome, c'est compliqué. Il y a le petit Maxime qui l'a fait très bien, il y a Nasri qui l'a très bien fait aussi. On va dire que ce sont des joueurs hors normes, puisqu'ils ont les épaules pour le faire. Maintenant, il y a des joueurs aussi qu'il faut leur proposer peut-être des projets, avec justement des marches à gravir, peut-être faire une année en national, faire une année en Ligue 2 et puis au bout de ces 2 années peut-être les reprendre et puis les faire participer à des rencontres, les faire aguerrir. Et je pense que l'image d'un André Ayou par exemple qui avait fait ça. Voilà, le star d'André Ayou. Mais qui avait commencé on le rappelle parce qu'on parle souvent d'André Ayou et de son prêt à Arles-Avignon. Il se passe quand même le dernier jour du mercato. Il faut rappeler quand même qu'il a du temps de jeu en 2007-2008 avec sous Eric Guéretz en tant que 3e attaquant derrière Niang et Djibril Cissé. Il peut être prêté comme ça à Lorient la saison suivante où ça ne marche pas trop pour lui. À Lorient, c'était un flop. Et ensuite, total, il est prêté à Arles-Avignon. C'est même pas Après, comme ça. juste pour terminer sur Andrayou, c'est aussi quand même un cas particulier. Il se rapproche plus d'un Florian Escalès, comme disait Jean-Luc, qui était international quand même dans les catégories de jeunes en équipe de France. Andrayou était international ghanéen dans les catégories de jeunes. Cette année-là, il gagne la Coupe du Monde des U20 avec le Ghana. Il est capitaine. L'année à Arles-Avignon, ouais. Il est quand même. C'est déjà aussi de jouer des matchs à l'international aussi, peut aussi permettre à un jeune. Des matchs à l'international, c'est le cas de Gaël Andronian, qui est international arménien, qui est parti au mercato. Ça fait du mal, c'est un peu dans la défense, qui jouait tous les matchs. On le voit d'ailleurs, il reste alors que son départ est au mois de janvier, ça reste un des joueurs les plus utilisés. Il est dans le top 3 des défenseurs. Est-ce que ça c'était quand même un petit coup dur, parce que c'était une charnière. On sait que c'est très important aussi pour stabiliser une équipe. Gaël, au départ, les pros ont priorité sur les jeunes, pour qu'ils viennent chercher du temps de jeu avec moi. Après, c'est vrai que plus le temps s'écoule, et ça, je l'entends très bien, ça devient difficile pour eux, parce qu'ils ont l'impression de perdre leur temps en CFA, et ça, je peux l'entendre aussi. Donc, son prêt, c'était une bonne chose pour lui, pour le club, parce qu'au moins, il a pu se frotter au départ. Voilà, en tout cas, ça, c'est son projet à lui. Puis nous, ça nous a permis, dès son départ, de pouvoir faire monter Lucas Perrin. Donc c'était la perte d'un joueur d'expérience, mais surtout l'apport derrière d'un nouveau jeune. Là, ça nous a permis d'avoir des réponses le concernant Lucas. Après, Ibrahim Rachidi qui est monté lui aussi. Je suis déçu que vous n'ayez pas mis le nombre de sélections en équipe du Comment, ça aurait été vraiment magnifique ça aussi. Le souci donc on rappelle Ibrahim Rachidi qui est formateur maintenant à l'Olympique de Marseille avec les U16 et qui est venu dépanner en défense centrale puisque c'était défenseur notamment. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de soucis derrière puisque Gaël est parti, Bouba s'est blessé un long moment. Au bras, ouais. Voilà, donc il nous fallait un joueur puisque derrière, à part Lucas, c'était pas prêt en tout cas. Donc c'est vrai que Ibrahim est venu avec nous, il nous a donné un coup de main, il s'entraînait de temps en temps avec moi, et puis on lui avait proposé, je lui ai dit est-ce que tu peux nous donner un coup de main, en tous les cas au moins cadrer les jeunes, parce que c'est pas facile, la CFA, quand on se tape des matchs à 7 ou à Rodez, où là le climat est hyper hostile, l'engagement, là on parle pas de foot, on parle
Voilà, on s'est compris. Voilà, c'est l'objectif l'année prochaine, c'est pas de prendre en quantité et prendre n'importe qui, mais du coup quand même faire gonfler un peu plus les effectifs, du coup d'avoir un peu plus de solutions de rechange quand même, que se retrouver dans une situation comme celle-ci, ou rien contre Rachidi qui a fait oui, tout travail, à fait, voilà, ouais. mais je veux dire qu'on a été quand même encore obligé de faire appel à un homme de cette expérience-là, alors que s'il y avait peut-être encore un jeune, comme vous avez dit, il y en avait certainement qui n'étaient pas prêts, comme tu disais, pardon, voilà, qui n'étaient pas prêts, mais du coup, est-ce qu'il manque un peu encore des effectifs, quelques joueurs, faire gonfler peut-être les effectifs ou... Ce qui est sûr, c'est que l'effectif sera pratiquement similaire à celui-là qu'on a eu cette année. À part quelques-uns qui vont partir, qui sont partis, pardon. Eric Hogan, par exemple, qu'on voit, qui est reparti déjà en Norvège. Ça fait un petit moment qu'il est parti. Ouais, il est parti en cours de saison. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça n'a pas marché. C'était difficile pour un Norvégien. Il avait une famille d'accueil, je crois, ici. Ça n'a pas marché. Non. C'est difficile. Ouais, c'était difficile à partir du moment où on n'a pas forcément envie de s'intégrer, donc ça devient difficile. On a compris. Il y a eu des blessures aussi, que ce soit Christopher Roquia ou Alfousseni Sané, poste d'arrière gauche. Forcément, quand on perd Christo, qui son dernier match en CFA, c'était le 21 décembre, je crois, contre Fréjus. Il a dû faire un match après contre Le Havre en Gambardella, donc il a fait deux matchs dans la deuxième partie de saison. C'est vrai que c'est des pertes hyper importantes, parce qu'on sait que Chris a quand même un profil et un potentiel au poste hyper intéressant. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on est en train de se poser la question, on est en train de voir même pour prendre quelqu'un qui pourrait éventuellement cadrer un peu tout ça. Mais pas 50, ça sera juste une personne. Voilà. Le reste, je préfère jouer avec 17, 18 comme on l'a fait cette année. Parce que la priorité, c'est les gamins. Voilà. Donc le joueur qui viendra nous, éventuellement, je dis bien éventuellement, nous aider, ça sera le deal, quoi. Ça sera pas un titulaire en puissance, ça sera un joueur qui va venir compléter et nous apporter un peu cette expérience, parce qu'on a besoin aussi d'être armé dans la région, parce qu'on est chaque match c'est compliqué, puisque faut se fâcher des fois de temps en temps avec les autres, pour faire voir qu'on existe, parce que les gamins sont... On ne reviendra pas sur certains noms d'oiseaux entendus sur les champs tout au long de la saison, donc, ça fait partie du jeu. La priorité, ça reste nos 18, nos 19, et puis j'espère très vite nos 17 ans, et qui arriveront très vite aussi. On va passer au milieu de terrain, mais on va avoir beaucoup, j'imagine, de demandes pour ce fameux poste de cadre. On voit pour les milieux de terrain que Bill Tuiloma, donc, a aussi joué sur la fin en défense centrale, mais a été un des éléments les plus utilisés. Tiens, c'est le cas aussi de Clément Goguet, qui, je trouve, a été un des meilleurs éléments de la saison, mais qui ne sera pas conservé. C'est un profil un peu à la Judas Costa, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher un contrat pro dans un club, on va dire, de catégorie bascule Ligue 2 nationale. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que je suis d'accord avec toi, Romain, il a fait une saison très valable. Mais Clément, c'est un super gamin. Aujourd'hui, il n'est pas. On lui a laissé une porte de sortie, mais on lui a laissé une porte d'entrée aussi. On n'a pas ces infos-là. Voilà. Donc aujourd'hui, Clément, le seul souci, c'est que tellement on va être jeune l'année prochaine. Le problème, c'est que nous, l'avenir qu'on a pour Clément, c'est de le faire signer pro. Ou de l'amener chez les professionnels, que ce soit chez nous en priorité d'abord, avant d'aller ailleurs. Mais bon, de lui apporter l'année prochaine encore une année de CFA, en tout cas sur la compétition, mais surtout de lui amener des séances d'entraînement avec des 99, peut-être des 2000 même, à mon avis, il va perdre son temps. Ah ouais. Voilà, donc c'est plus pour ça un peu qu'il n'est pas... À nous on va dire poussé dehors, attention. Nous, on ne le pousse pas dehors, mais, on lui a dit tout simplement, pour être franc avec vous, c'est si tu peux trouver une structure avec des hommes, pro, avec des seniors, où tu peux élever ton niveau, parce que malheureusement Clément, la première année avant que j'arrive, il a perdu son temps, du fait des blessures, de il son était poste. Positionné aussi arrière droit, alors il a joué milieu de terrain. Il a joué arrière droit, donc, mais comme Clément va très 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 vite, donc forcément c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis arrière droit. Il avait un peu un profil à la Laurent Abergel. C'est ironique pour ceux qui connaissent pas le profil de Clément Goguet, c'est plus un joueur reculé. Mais Clément est un très bon footballeur, c'est un garçon très intelligent. Qui a encore une marge de progression importante, mais aujourd'hui de lui apporter des séances d'entraînement
Voilà, avec des mineurs, avec des gamins de 17-18 ans, je suis pas sûr qu'ils les trouvent. Donc on espère qu'une issue favorable dans le mercato et on lance un appel à nos. En tous les cas, s'ils trouvent amis de pas Ligue d'issue, 2, s'ils trouvent pas d'issue, c'est sûr, c'est que. Il le mérite. Ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra avec nous. Ça, c'est une certitude. La porte sera pas fermée pour Clément, quoi. Un peu comme Gabriel Dubois qui a été rattrapé un peu par le col après son essai infructueux en Espagne. Zakwani, Chabrol, Emrovilliers, voilà, on est plein dans l'avenir du club Marazovic. Maxime Lopez, tiens, qui est dans les 10 milieux les plus utilisés. Parce qu'il avait fait 3 matchs en début de saison et puis je crois que c'était 3 matchs avec 2 buts, 2 passes décisives. Bon, enfin, on voyait déjà qu'il est. Marazovic, vous l'avez récupéré cet hiver. Ça vient d'un d'entre vous, juste. C'est quelqu'un qui est venu vous voir ou vous le suiviez déjà avant? Vous pouvez le dire, de toute façon, maintenant il est au club. Ça vient plus de David que de moi. D'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on avait Apollon. Apollon, c'est lui qui a émis le souhait de venir faire un essai chez nous. Donc il n'avait pas été retenu à Montpellier. La belle histoire, c'est qu'il est retenu chez nous. Donc voilà, il est venu faire un essai. Surtout, c'est un garçon qui a été formé à Lorient aussi. C'est un garçon qui, au niveau des attitudes, du comportement, c'est super. Au niveau footballeur, c'est un bon footballeur. Après, je pense qu'avec sa mentalité, son état d'esprit, il a gagné sa place. Il est allé même chercher un contrat parce qu'il mérite. Donc on y a offert un contrat de stagiaire. D'accord. Parce que on récompense ceux qui donnent. Et Sacha fait partie des garçons, comme certains autres, qui méritent. Donc ainsi Mézine aussi, qui sont certainement, on le voit, né en 99. C'est un région parisienne que vous allez recruter à... C'est un profil qu'on n'a pas, puisque c'est grand milieu défensif. Capable de faire tourner le jeu. Capable de casser les lignes aussi adverses. C'est un organisateur de jeu reculé, surtout. C'est un garçon qui est champion de futsal. Donc, techniquement, est-ce que je disais, il est à l'aise. C'est pour ça ce que je disais, casseur de ligne. C'est bien, c'est méchant. Donc c'est important. Dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme, bien sûr. Non, mais en termes d'agressivité sur le porteur de balle, c'est plutôt bien. Après, maintenant, c'est un garçon qui découvre la formation avec les exigences que ça comporte. Il n'était pas prévu chez nous, puisqu'il y avait un autre club qui était sur lui. Je savais pas qu'il venait du foot en salle, tu vois, David, et j'ai vu 3 matchs de lui, et il y a certaines attitudes que je me suis dit, je comprenais pas, mais maintenant je comprends. Il sait bien jouer avec ses bras, déjà, petit périmètre. Voilà, tout ce qui est petit périmètre. Même certains replacements défensifs, parce qu'il jouait dans un système à 4-3-3, le 6 devant la défense, mais c'est pas vraiment un joueur défensif, c'est plus un organisateur de jeu pour ceux qui nous regardent. Et il y avait certaines fois, je me disais, mais je comprends pas trop, bon, mais maintenant je comprends. On va passer aux attaquants pour finir cette partie. Antoine Rabillard, qui a beaucoup joué, beaucoup marqué. J'ai pris l'habitude de dire semaine après semaine qu'il faut ce type de profil dans un championnat de CFA. Techniquement, c'est peut-être pas le plus grand joueur passé par l'Olympique de Marseille, mais il se bat comme personne. Est-ce que quand on est entraîneur, avoir un joueur comme ça qui lâche rien, c'est utile, même pour le montrer aux autres, et en termes d'engagement, c'est quand même... Oui, tout à fait, mais comme à l'image de Flo, qui a beaucoup joué avec moi, ou Bill, quoi, c'était des leaders positifs. Voilà, on sentait que quand ils descendaient avec moi, et qu'ils n'avaient pas ce frein. Voilà, c'est toujours quelqu'un qui est à la recherche de progression. Lui, c'est pareil. S'il veut encore améliorer et élever son niveau, il va falloir aussi qu'il... Alors, il est parti en Corse faire des essais avec le Gazélec. Ajaccio notamment, il y a des écuries de Ligue 2 qui se renseignent sur son profil. C'est pareil, c'est comme ce qu'on disait, comme pour Dacosta, comme pour Goguet, c'est temps pour lui maintenant d'aller peut-être chercher... lui il est professionnel, donc il est géré par les pros. Donc, il a un contrat pro, il avait signé un contrat de 3 ans, c'est ça, en janvier dernier. C'était quoi? C'était les 1 an plus 2 reconductibles, ou c'est 3 ans Non, je pense qu'il avait signé 3 ans. Donc, c'est des bons paris pour les clubs de Ligue 2. C'est des très bons paris, ces genres de joueurs, parce que Antoine, c'est pas quelqu'un qui a un talent exceptionnel, mais il a c'est du bonheur à entraîner. C'est un vrai bonheur dans un groupe de travail, et il a un certain talent, et c'est un bosseur. On précise qu'on ne prend pas de commission sur les... Parce que depuis tout à l'heure, on vend 2-3 joueurs. On a un métier. Ces messieurs-là, ils sont très pris. On ne prend aucune commission. C'est juste qu'on les suit toute l'année. Et alors, David et Jean-Luc, ils travaillent avec eux. Donc, ils peuvent encore plus décrire leur profil au quotidien.
Mais on prend pas de. Après, concernant les éléments offensifs, on voit Jérémy Porsan, c'est peut-être la fin de l'aventure à l'Olympique de Marseille. Pour lui aussi, c'est peut-être il a besoin de rebondir ailleurs. Il a un contrat jeune d'Inage. C'est peut-être l'avenir. On l'a vu, le petit taureau albanais. J'aime bien le. J'ai toujours eu un faible pour les joueurs avec un important tour de cuisse comme ça, c'est très important. Moi, je vais rebondir sur vraie cette liste et je vais être un peu le méchant bonhomme du plateau. Désolé pour ces jeunes, mais je vais prendre des gars. Mais c'est là que je disais, j'ai un petit peu l'impression, mais c'est pas que cette année qu'on a un petit peu des difficultés dans le secteur offensif au centre de formation. On est catégorie 19, 17 ou autre, de vraiment réussir à trouver un talent, à sortir un joueur qui serait vraiment capable d'être dans l'équipe 1, parce que quoi qu'il arrive, on est là aussi pour parler de l'équipe 1, et le but aussi de certains jeunes, c'est d'être à l'Olympique de Marseille, d'accéder après au sommet. Et moi, j'ai l'impression depuis tant d'années que je suis le centre de formation, qu'on a trouvé des bons défenseurs, des gardiens de but, des milieux de terrain, beaucoup peuvent passer le cap, et je trouve que dans le secteur offensif, l'attaquant, l'avancement, ce qui est dur, peut-être le poste le plus dur au football, on a du mal à trouver, et pas qu'en termes de stats, parce qu'on a eu un jeune à une époque qui s'appelait Bilal Omrani, qui était en U17, qui claquait plus de 40 buts, mais qui après n'a pas passé ce cap-là, et qui n'a pas réussi après vraiment à s'installer en équipe. Et pourtant, tu vois, les tableaux ils sont bien faits au fossé, parce que c'est la seule catégorie où on aperçoit des joueurs de 2000 par rapport aux 3 catégories d'avant. Donc on voit qu'on essaye. Voilà, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose différent, les attaquants par rapport aux autres joueurs de l'effectif? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de trouver vraiment est-ce que l'espoir c'est pas Sarri aussi tout simplement? Mais ce qui est important, ce qui est important pour les attaquants, c'est faut savoir que pour trouver cet attaquant déjà qui soit même très jeune, il faut avoir une cellule de recrutement. D'accord. Chose qu'on n'a pas déjà. Comparé à d'autres centres de formation, tu veux dire qu'il y en a dans d'autres clubs de cellules spécifiques, tu veux dire? Oui, par rapport au profil qu'on décide d'avoir. Aujourd'hui, si c'est pour prendre des attaquants qui font tous 1m10, je vois pas l'intérêt. Il y a des profils qui sont hyper importants quand on est attaquant. Bien sûr. Quand on en veut un, quand on en trouve un, il y a un peu tout le monde qui retrouve aussi. Forcément, quand on l'a vu, on est le 5e ou 6e club à l'avoir vu. Et quand on veut le faire venir, la première des choses qu'il faut avoir, c'est un chéquier. Ah oui, parce qu'un Jérémy Boga, par exemple, ton raisonnement, Jérémy Boga, vu son année de naissance, pourrait figurer là-dedans. Être, et si je te mets Jérémy Boga là-dedans, ça n'a plus du tout la même gueule. Mais maintenant, on bosse là-dessus, puisque Jean-Luc a. C'est aussi un travail que c'est un travail, mais la formation, même si on c'est pas des choses qui se font en 2 ans. C'est des cycles de 5 ans. Donc cette année, il y a des gamins qui existent, qui sont encore un peu plus jeunes, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour diverses raisons. Mais on a 1 ou 2 profils qui vont être intéressants pour l'avenir comme nous on le souhaite et comme beaucoup de clubs le souhaitent, quoi. Mais ils sont chez nous déjà, donc on va voir du coup l'équipe de cette année et ce que pourrait être l'équipe de l'an prochain. Donc toujours pareil avec les temps de jeu, on a fait l'équipe de cette saison, donc ceux qui ont le plus joué, grosso modo ça ressemble à ça, et puis donc ce que pourrait être l'équipe, parce qu'on en a beaucoup parlé de ces éléments, ce que pourrait être l'équipe l'an prochain, vous allez la voir s'afficher, une équipe avec Chabrol en meneur de jeu, mais on a laissé Bituloma, pourquoi pas en défense centrale, et puis est-ce que on va vous demander le 11 de la première journée du prochain championnat, évidemment, et ça pourrait ressembler à ça, on est dans le vrai? Non. Non, mais de toute manière, aujourd'hui. Personne là, de toute façon. Non, mais même moi, je l'ai pas aujourd'hui, donc tout va dépendre. Comment vont rentrer les enfants de vacances, dans quel état d'esprit ils vont être. Oui, on précise qu'il n'y a rien d'acquis, bien sûr. Il n'y a rien d'acté. C'est vrai que certains profils se dégagent à l'intérieur de cette équipe. Après, il y a des joueurs qui seront certainement plus au club l'année prochaine. Là, en l'occurrence, Flo et Bill, puisque c'est des professionnels, je ne sais pas quels seront leurs choix. Enfin, le club, quel choix va s'orienter sur eux. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent postuler, ça sera peut-être pas ce système-là. Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a notre idée sur les joueurs qui vont composer l'équipe. Les joueurs plus seront forcément ceux qui ont un temps d'avance seront forcément en avant parce qu'ils auront besoin de jouer. Voilà. Eh bien, on verra. Du coup, on sera encore là pour suivre ça. On termine cette partie avec un petit atelier questions-réponses classique.